Il y a quelques semaines, j'ai lancé un sondage en ligne pour savoir quels outils vous utilisiez au quotidien pour protéger votre connexion Internet. Les résultats sont révélateurs. 39% d'entre vous utilisent un VPN payant, 10% utilisent Tor, 5% utilisent un proxy ou un VPS, et 47% n'utilisent rien pour se protéger ou utilisent un VPN gratuit, ce qui revient au même dans ce dernier cas. Plus d'un tiers d'entre vous utilisent un VPN grand public payant. C'est bien et encourageant car un VPN fiable protège vos communications et réduit votre vulnérabilité. Mais que vous soyez connecté sur le Wi-Fi d'un café, sur la box de votre voisin, ou derrière un VPN, un VPS, Tor ou I2P, ou même une combinaison de tout ça sur un système d'exploitation sûr, je vais vous montrer comment, dans le cadre d'une enquête ciblée, on peut quand même remonter jusqu'à vous derrière votre adresse IP et vous exposer au grand jour. Les forces de l'ordre et les services de renseignement n'enquêtent pas avec les mêmes outils que vous, ni sur le même terrain. Ils croisent des traces techniques en ligne avec des éléments hors ligne, exploitent les points faibles des configurations et surtout, les erreurs humaines. Vous avez payé en crypto-monnaie, renseigné des données bidons, choisi un VPN comme Mullvad qui s'ouvre sans email ni identité, et vous pensez être intraçable. Eh bien, détrompez-vous, car c'est là que beaucoup commettent une erreur et les accumulent. La plupart des crypto-monnaies ne sont pas anonymes, les services sans log ne neutralisent pas vos propres comportements traçables, et le moindre chaînon mal maîtrisé peut suffire à recoller les morceaux et à vous identifier. Si vous débutez, retenez ceci. L'anonymat n'est pas le pseudonymat. Un pseudonyme masque un nom civil. L'anonymat vise à empêcher le lien entre une action et une personne. Un VPN masque votre adresse IP publique et chiffre le trafic entre vous et le serveur du VPN. Il peut vous placer virtuellement dans un autre pays et vous protéger contre les interceptions de données. Mais face à une enquête qui cible un utilisateur précis, au mieux, ça va ralentir le travail d'identification, mais ça ne vous rend pas invisible. L'anonymat total est très complexe à atteindre et seuls quelques profils aguerris s'en approchent en contrôlant l'intégralité de la chaîne technique et comportementale. Car l'enjeu ne se limite pas aux outils, tout se joue en ligne et hors ligne, dans les corrélations temporelles, les empreintes d'usage, dans les fuites DNS, dans toutes ces habitudes qui vous trahissent. Votre meilleur atout, c'est votre niveau de connaissance, votre compréhension des techniques d'enquête et surtout votre OPSEC, votre sécurité opérationnelle, qui consiste à réduire de façon cohérente toutes les surfaces d'attaque. Allez, on est parti, bienvenue sur la chaîne, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté une vidéo dédiée, j'étais très mobilisé contre le projet européen Chat Control. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce projet de règlement qui risque d'instaurer en Europe une surveillance de masse, et si c'est pas le cas, je vous mets le lien de la vidéo. En parlant de surveillance, aujourd'hui, plus que jamais, vous devez vous soucier de vos données, qui les détient, où elles sont stockées, et à quel point il est facile de vous identifier. Vous devez pouvoir publier votre travail en ligne sans mettre votre identité en danger. C'est pour ça que je vous propose une solution de serveur et d'hébergement qui rend tout ça possible, Private Alps. Leurs serveurs sont basés en Suisse et le déploiement est instantané, que ce soit pour un VPS, RDP ou bien encore GPU dédié, accessible par Tor, vous payez en crypto, dont le Monero. Pas de KYC, aucune info personnelle à fournir, zéro log, aucun tracker, juste votre projet. Depuis 2019, Private Alps est une référence pour des développeurs, des traders et des communautés soucieuses de la confidentialité. Si vous voulez un hébergement qui respecte vos données, c'est celui-ci. Déployez votre serveur aujourd'hui sur privatealps.net, protégez vos données, parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Il y a 1000 façons de se connecter à Internet et il existe des millions de combinaisons possibles entre les appareils, ordinateurs, mobiles, tablettes, systèmes d'exploitation, langues, navigateurs et autant d'occasions de laisser des traces uniques qui permettent de remonter jusqu'à vous. Ici, on va poser les bases des techniques communes aux enquêtes menées par les services de police et les services de renseignement dans le monde entier. Simplement et pas à pas. Mais on va pas pouvoir faire du cas par cas, alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne pour en parler. Vous y trouverez un salon dédié pour les abonnés, accessible en étant membre YouTube ou en souscrivant sur Patreon. L'information qui sert le plus souvent à vous identifier, c'est simple, c'est votre adresse IP. Associez un eurodatage, autrement dit une heure précise. Pensez à l'adresse IP comme une plaque d'immatriculation sur Internet. Elle identifie le point par lequel votre trafic sort vers le réseau. Elle existe sous deux formats, l'IPv4 ou l'IPv6. Chez vous, avec votre box, vous avez des adresses IP privées, une pour chaque appareil connecté à votre Wi-Fi pour vous identifier sur votre réseau en interne, et une IP publique visible sur Internet. Tous vos appareils connectés montrent la même adresse publique vue de l'extérieur. Et parfois, comme sur les smartphones, l'adresse IP peut être partagée avec plusieurs abonnés.
Le plus important à retenir, c'est que votre FAI, votre fournisseur d'accès à Internet, conserve des journaux de connexion qui disent quel IP était attribué à quel abonnement et à quel moment. L'IP plus l'horodatage permet de dire quelle personne, ayant souscrit à l'abonnement, se trouvait derrière l'adresse IP. L'adresse IP, on en a besoin pour une raison simple. Quand vous demandez une page web, votre appareil envoie de petits paquets de données avec l'adresse du destinataire, le serveur qui héberge le site, et la vôtre comme adresse de retour. Les routeurs lisent ces adresses et acheminent les paquets jusqu'au bon serveur. Puis les réponses reviennent vers vous en suivant votre adresse IP. Sans cette adresse, le réseau ne saurait ni où livrer la page, ni comment vous la renvoyer. Dans l'immense majorité des cas, l'échange est chiffré via HTTPS, la version sécurisée du web, vous avez déjà vu le petit cadenas dans la barre d'adresse. Concrètement, le contenu de la page et vos requêtes sont illisibles par un tiers. En revanche, certaines métadonnées restent visibles selon l'endroit où l'on regarde. L'adresse IP d'origine et de destination, l'heure, la durée et le volume de votre trafic, ainsi que le nom du site internet que vous avez visité. On peut donc savoir que vous vous connectez à tel service, à telle heure, mais on peut pas lire le contenu ni ce que vous envoyez. L'objectif d'une enquête, c'est d'abord de trouver qui se cache derrière une adresse IP, parce que c'est souvent l'information la plus rapide et la plus directe à obtenir auprès des plateformes et des sites internet en tout genre. Mais ce n'est pas la seule piste. Votre sécurité opérationnelle, donc c'est l'ensemble des précautions que vous prenez pour vous protéger, repose sur un maillage d'indices techniques et comportementaux. Je vais vous l'expliquer simplement. Imaginons que vous ayez posté, sous pseudonyme, c'est un exemple bien sûr, des messages très menaçants envers le président de la République ou une personnalité importante. Bon, évidemment, c'est à ne pas faire, mais c'est utile pour comprendre le procédé car je peux vous assurer que ça risque d'aller très vite. Les plateformes vont coopérer avec la justice comme elles le font pour la plupart et fournir des éléments utiles à l'enquête. Parmi ces éléments, les plus importants, ce sont les logs de connexion, la liste des connexions au compte avec les adresses IP utilisées et l'horodatage précis, jour, heure, minute, seconde. Et ces logs, ils donnent aux enquêteurs une première carte temporelle des accès. Il faut agir vite. Certaines plateformes gardent des traces peu de temps, si personne ne les gèle. À titre d'exemple, X, anciennement Twitter, conserve les journaux de connexion pendant environ 30 jours, et au maximum 90 jours sur demande de la justice. Google, de son côté, les conserve plusieurs mois. Et les durées peuvent varier selon les services et les pays, mais l'idée reste la même. Plus tôt on demande les données, et mieux c'est pour l'enquête. Aussi, un enquêteur dispose souvent de plusieurs informations clés remontées par la plateforme. La liste, horodatée des IP utilisées, comme on vient de le dire, le type de navigateur, et parfois le modèle d'appareil, les informations déclarées sur le compte, donc ça va être le nom, la date de naissance, et au moins un numéro de téléphone, une adresse email associée au profil. Et avec ces éléments, on peut commencer à remonter vers une identité réelle. Pour savoir à qui appartient une adresse IP, l'enquêteur commence par identifier l'opérateur responsable de cette adresse IP, et pour cela, il peut utiliser des services publics de recherche d'IP, donc par exemple What's My IP Address, qui indique rapidement l'aire géographique approximative, et le fournisseur d'accès associé. Vous pouvez vous rendre sur ce site, vous allez voir votre propre adresse IP, où elle se situe, et quel est le fournisseur qui gère cette adresse IP. Ces outils donnent une première cartographie des points de sortie, et permettent de reclasser les adresses si elles sont multiples. Mais ces sites internet ne donnent pas le nom du titulaire. Pour obtenir l'identité réelle, l'enquêteur va envoyer une réquisition au fournisseur d'accès internet, et alors le fournisseur, en consultant ses journaux d'attribution d'adresse IP, pourra dire quel abonnement utilisait telle adresse à telle heure. Si vous n'avez pas utilisé de VPN et que vous étiez sur votre connexion mobile ou votre box, l'opérateur fournira généralement les informations d'abonnement. Donc ça va être le nom, le prénom, le numéro de téléphone, les moyens de paiement. Et si vous êtes connecté depuis la box d'un parent, de votre conjoint, d'un ami ou depuis la connexion de votre lieu de travail, l'IP remonte bien au titulaire de cette ligne. Mais pas automatiquement à vous. Et c'est précisément là que commence le vrai travail d'enquête. Il va falloir resserrer le cercle des personnes ayant eu accès à cette connexion au moment des faits. Les enquêteurs vont s'intéresser à qui fréquente cette adresse. Combien de personnes vivent là-bas, leur âge, leurs identités publiques et leur profil en ligne, les abonnements téléphoniques et les moyens de paiement liés au foyer. Et ils vont aussi lister les appareils qui se connectent habituellement, donc iPhone, Android, MacBook, PC, et relever des indices logiciels comme les navigateurs utilisés, ça va être Chrome, Safari, Firefox et tous ceux que vous pouvez connaître, la langue du système ou d'autres paramètres qui forment une empreinte technique. Et tous ces petits détails, ils permettent de distinguer un utilisateur parmi d'autres. Mais ce n'est pas que du technique, c'est surtout un travail de recoupement. Ils vont croiser les horaires de connexion avec des éléments hors ligne. Donc, par exemple, géolocalisation des lignes mobiles, caméras de surveillance, interception des historiques de connexion, planning de travail, ou liste du personnel si on est sur un environnement professionnel. Et on croise aussi les identifiants observés dans les logs. Donc ça va être les comptes, les adresses email, les numéros,
avec les personnes susceptibles d'avoir utilisé la ligne. Et à force de filtrer et d'affiner, eh bien l'enquêteur va réduire la liste jusqu'à isoler la personne suspecte. L'idée à retenir, c'est utiliser la connexion d'un tiers ne vous rend pas automatiquement invisible. L'IP donne un point de départ et les enquêteurs le transforment en piste en combinant empreintes techniques et éléments de votre vie réelle. On monte d'un cran. Vous n'utilisez toujours pas de VPN. Pas d'inquiétude, on va y venir juste après. Vous vous connectez au Wi-Fi d'un voisin que vous captez à quelques dizaines de mètres, et selon les murs et la puissance. Comment savoir que c'est pas lui le suspect? Eh bien les enquêteurs vont comparer les horodatage de l'activité sur le web avec l'historique des connexions de la ligne du voisin, obtenu auprès de son FAI. Et si les usages ne collent pas, par exemple que les horaires ou les sites visités sont inhabituels, déjà on va l'écarter. On va écarter le titulaire de la ligne, et puis après on va chercher qui, à proximité, a pu utiliser sa connexion. Il faut aussi distinguer deux scénarios. Si vous créez un compte one-shot par exemple, donc un compte sur un réseau social à usage unique, et que vous ne vous reconnectez jamais, vous pensez réduire les traces. Mais en réalité, d'autres signaux vont subsister. L'empreinte du navigateur, la langue du système, les horaires, la zone géographique, et à la moindre réutilisation et au premier faux pas, eh bien la chaîne va se reconstituer. Si au contraire, vous vous connectez de manière récurrente, eh bien les chances de corrélation vont exploser. Un jour, sans y penser, vous allez passer par votre box ou par votre connexion 5G ou celle d'un proche, et ces accès, eh bien ils vont finir reliés entre eux. Faut imaginer tout ça un peu comme une chaîne. Côté plateforme, le chemin est très rodé. On va récupérer les logs de connexion du compte visé, on voit quelles adresses IP et quels appareils ont servi, puis on remonte au fournisseur correspondant. On peut aussi faire l'opération inverse, toujours par voie de réquisition. Par exemple, demander à un grand service de messagerie, ou à un réseau social comme Facebook par exemple, quel compte ont utilisé telle adresse IP précise à tel créneau donné. Dans la masse, eh bien il suffit qu'apparaisse un autre compte clairement lié à vous, une adresse perso, un usage professionnel, un email connu, pour que le faisceau d'indices se resserre. Et c'est là qu'entre en jeu l'OPSEC, la sécurité opérationnelle. C'est pas vraiment des trucs et astuces, mais c'est la cohérence de bout en bout entre vos outils et vos comportements. Et c'est souvent l'incohérence qui va trahir plus que la technologie. Revenons au Wi-Fi du voisin. Une fois la ligne écartée, on va regarder le périmètre humain. Qui habite ou travaille dans un rayon d'une cinquantaine de mètres au maximum? Quel logement? Quels horaires? Quelle présence probable? Quelle personne connue de la justice? Et par réquisition, eh bien, ils vont recouper les registres utiles, donc par exemple les opérateurs mobiles à une adresse, les abonnements d'énergie pour savoir qui vit à proximité, et y ajouter des éléments hors ligne comme les caméras, par exemple, toujours. Le croisement méthodique de toutes ces traces, eh bien, finit la plupart du temps par pointer vers une ou deux personnes précises. On passe au Wi-Fi public. Hôtel, café, restaurant, espace de coworking, même sans inscription nominative, l'adresse IP visible sur Internet renvoie à l'établissement. Les enquêteurs vont alors récupérer sur place les journaux de connexion du réseau. Le contrôleur Wi-Fi et le routeur gardent la liste de toutes les connexions avec l'heure, l'adresse IP locale attribuée et surtout l'adresse MAC de chaque appareil. L'adresse MAC, pour Media Access Control, est un identifiant propre à la carte réseau de votre ordinateur et visible uniquement sur le réseau local sur lequel vous vous connectez. Et elle permet de distinguer les appareils et de connaître aussi parfois la marque. Et selon les configurations, eh bien, un portail d'inscription va enregistrer aussi un email, un numéro de chambre, un numéro de téléphone ou un ticket imprimé. Et avec la fenêtre temporelle fournie par Twitter ou Gmail, par exemple, eh bien, on va isoler les appareils connectés au même moment sur ce Wi-Fi public. Et là, il y a deux issues fréquentes. Soit un identifiant personnel a été saisi quelque part dans le parcours du Wi-Fi, donc avec un portail d'inscription, par exemple, je vais prendre l'exemple du train avec le portail de connexion Wi-Fi de la SNCF, ou alors avec un accès qui a été fait sur réservation, par exemple dans un hôtel. Et ça va relier directement à l'appareil de la personne. Soit il faut recouper. Donc là, pareil, les enquêteurs vont regarder les caméras de l'établissement, l'agencement des tables, qui était assis où et à quelle heure. On vérifie les règlements par carte bancaire sur la tranche horaire, les réservations, les tickets de caisse. Et en fait, ils vont confronter tous ces éléments avec les caractéristiques techniques de l'appareil qui a été observé dans les logs de connexion. La reconnaissance faciale, aussi, peut intervenir en support pour identifier les personnes qui étaient présentes dans l'établissement. Et puis, si nécessaire, ils vont élargir le contexte. Par exemple, caméra extérieure pour suivre un trajet, relevé des opérateurs mobiles pour confirmer la présence de certains téléphones dans la zone au même moment, liste du personnel et horaire, et est-ce que ces numéros de téléphone sont liés à des comptes en ligne? Est-ce qu'ils sont connus des fichiers de police, des administrations, des banques? Votre présence physique dans un lieu public, croisée avec l'empreinte réseau de votre appareil, et la chronologie suffit souvent à rattacher une activité en ligne à une personne précise. Si vous ne devez retenir qu'une leçon, c'est que l'anonymat tient d'abord à la traçabilité de vos données, pas seulement au fait de cacher votre connexion.
Tout ce que vous fournissez pour naviguer et vous inscrire alimente une chaîne d'attribution. Exemple, je crée un compte sur un réseau social. L'adresse email utilisée n'a jamais été loguée sur une autre adresse IP qui me relie à ma vie réelle. Je ne renseigne aucun élément de profil. Pseudo, lieu, date de naissance, tout ça c'est bidon, et rien ne peut me rattacher à mon identité. Si j'utilise un numéro de téléphone, il n'a servi à aucune communication personnelle, n'est lié à aucun autre compte et n'a pas été activé là où je vis, bien, je vais limiter mes traces. Petit conseil personnel, un numéro de téléphone parle bien plus qu'une adresse email jetable qui a été bien créée. Et à chaque étape, demandez-vous, qu'est-ce que cet identifiant a pu conserver et révéler sur moi? Partez d'un principe simple. La plateforme que vous utilisez, messagerie, réseau social, site web, collecte des données sur vous. Et ces données peuvent fuiter, elles peuvent être demandées légalement, analysées et recoupées. Faites un schéma point par point de chaque élément et la façon dont ils sont reliés entre eux. Par exemple, je m'inscris sur une plateforme payante. L'adresse email est utilisée derrière un VPN, mais j'ai tout de même fourni des informations. Le service va avoir une localisation approximative, un fuseau horaire, la langue du système, le type de navigateur que j'utilise. Comment le moyen de paiement, lui, me relie à mon identité réelle. Carte bancaire, PayPal, crypto, avec ou sans vérification d'identité, et ainsi de suite. Maillon par maillon, posez-vous ces questions, faites le schéma pour essayer de voir quel est le lien entre tous ces éléments qui vous concernent. Quand je vous dis dans chaque vidéo que l'erreur se trouve entre la chaise et le clavier, c'est pas une formule. Des cybercriminels très aguerris ont été arrêtés à cause d'une banale faille d'obsèques. Et tôt ou tard, une trace exploitable vous relie à votre identité réelle. Par exemple, Russell Bridge, fondateur de Silk Road, grand marché du dark web au début des années 2010. Il avait posté une annonce sur un forum Bitcoin avec son email perso, russellbridge@gmail.com, compte Google qui était à son nom. Eh bien, en octobre 2013, il est arrêté en flagrant délit alors qu'il administre Silk Road dans une bibliothèque. Encore un autre exemple. Alexandre Cazès, alias Alpha02, administrateur d'Alphabet. Idem, plateforme illégale du dark web. Eh bien, le courriel de bienvenue envoyé aux nouveaux inscrits sur la plateforme, eh bien, contenait dans son en-tête pimpalex91@hotmail.com. Donc, littéralement, eh bien, un prénom et une année de naissance. Les enquêteurs ont fait le lien avec un post de 2008 sur un forum tech où Alpha02 signait Cazès. Ça paraît dérisoire, mais les faits sont là, la mémoire d'Internet est sans limite, et vous ne maîtrisez pas l'immensité des traces numériques accumulées, et l'addition de petites traces finit par vous compromettre. Allez, on va revenir au début de la vidéo, on revient à ce post menaçant qui déclenche une enquête. Cette fois, eh bien, vous avez utilisé un VPN. L'idée, c'est pas pour les enquêteurs de percer le tunnel chiffré, mais d'exploiter tout ce qui gravite autour. Ce que livre la plateforme visée, les métadonnées de connexion et ce que le fournisseur VPN peut légalement produire. Un VPN, donc pour schématiser, c'est un tunnel chiffré entre votre appareil et un serveur. Votre fournisseur d'accès Internet ne voit que ce tunnel. Le site visité ne voit que l'IP du serveur VPN. La police, eh bien, va partir de cette IP de sortie avec un eurodatage précis après avoir interrogé la plateforme. Donc, par exemple, Twitter ou Gmail. Si le VPN conserve des journaux, il peut relier l'IP de sortie et l'heure à un compte client et parfois à l'IP d'origine de la session. Ça, c'est ce qu'on appelle les logs. D'où l'importance des VPN réellement no log. Ne vous contentez pas d'un slogan, il faut des preuves. On a déjà vu des services estampillés no log fournir des journaux d'identification aux enquêteurs. Il y a des exemples connus comme PureVPN en 2017 ou IPVanish en 2016. Et alors là, autant vous dire que c'est l'hécatombe. À l'inverse, lors d'une perquisition chez Mullvad, VPN hébergé en Suède, eh bien les enquêteurs sont repartis bredouille. Il n'y avait strictement aucune donnée conservée sur les serveurs, il n'y avait rien à récupérer. Ce qu'il faut retenir, c'est que les actes comptent plus que le marketing. Même un bon VPN manipule des informations techniques pour fonctionner. Il va avoir besoin de votre IP d'origine au moment de l'établissement de la connexion et l'IP de sortie attribuée, un début et une fin de session, ainsi que le volume du trafic web. La différence se joue dans la manière de les gérer. En mémoire volatile, effacée à la fin de la session et agrégée sans lien nominatif et aucune donnée stockée durablement. Et si possible, eh bien dans une juridiction qui autorise tout ça. Évitez les VPN gratuits. Si c'est gratuit, vous le savez, vous êtes le produit. Votre trafic web est une source de revenus marketing. Prenez un service payant fiable, reconnu par la communauté cyber. Maintenant, reste la question du compte et du paiement. Beaucoup de VPN exigent un email, ce qui laisse des traces supplémentaires. D'autres, comme Mullvad, vous donnent un identifiant aléatoire sans email, ce qui ne vous relie pas à votre identité réelle, sauf le moyen de paiement. Justement, côté paiement, optez pour une solution réellement anonyme. Chez Proton, par exemple, vous pouvez avoir email et VPN sur le même compte, avec une politique de confidentialité exigeante, maximiser votre discrétion en ne fournissant aucune donnée personnelle
et en payant sans lien direct avec votre identité lorsque c'est possible, par exemple espèce ou Monero. Et souvenez-vous, le Bitcoin par exemple est traçable. Un achat passé sur une plateforme avec vérification d'identité permet de remonter jusqu'à vous. Allez, ajoutez à la liste des vulnérabilités tout ce qui relève des fuites involontaires. Le piège classique, c'est le faux sentiment de sécurité. Vous pensez que le VPN est connecté, et en réalité il se déconnecte 3 secondes et votre trafic repart à découvert, votre IP réel est visible. La solution, ça s'appelle le kill switch. C'est un coupe-circuit réseau qui bloque toute sortie Internet tant que le tunnel chiffré n'est pas établi. Idéalement, ce coupe-circuit fonctionne au niveau du système d'exploitation plutôt que comme une simple option de l'application VPN. Autre source d'ennui, le split tunneling. C'est une fonction qui autorise certaines applications à sortir en direct pendant que le reste passe par le VPN. Donc ça, c'est vous qui l'autorisez et c'est pratique pour un site web ou une application un peu capricieuse comme les portails bancaires qui refusent les connexions VPN, mais c'est dangereux si vous ne maîtrisez pas précisément la liste. Si vous n'en avez pas besoin, désactivez-le. Si vous l'utilisez, limitez-le à une application identifiée et testez ensuite que tout le reste passe bien par le tunnel. On continue avec les problèmes qui peuvent transformer votre VPN en passoire et exposer votre adresse IP avec les fuites DNS et IPv6. Le DNS, c'est l'annuaire d'Internet qui transforme un nom de site en adresse IP. Si vos requêtes DNS vont chez le résolveur de votre fournisseur d'accès, au lieu de traverser le tunnel du VPN, vous exposez la liste des sites consultés. Même logique pour IPv6, la nouvelle version des adresses Internet. Si votre appareil l'utilise mais que votre VPN ne la gère pas, eh bien une partie de votre trafic peut contourner le tunnel. La règle est simple et pratique, faire passer le DNS dans le VPN, activer la protection DNS leak du client VPN et choisir un fournisseur qui gère réellement IPv6. À défaut, désactiver IPv6 côté appareil le temps de la session sensible. Un test de fuite en ligne, et il y en a plusieurs, des sites qui permettent de vérifier ça, avant et après ce réglage, eh bien va vous confirmer que tout est bien enfermé dans le tunnel VPN. Je vais vous mettre un lien sur le Discord de la chaîne. Côté navigateur, WebRTC est un mécanisme prévu pour gérer l'audio et la vidéo en direct dans le navigateur. Pour fonctionner, il explore vos interfaces réseau et peut révéler parfois l'adresse IP réelle. Sans réglage, il peut contourner le VPN. La parade, eh bien, c'est de brider ou de désactiver quand vous n'en avez pas l'usage et de vérifier que tout passe bien par le tunnel. Autre problème, le JavaScript par exemple. Lui est un langage que les sites exécutent dans votre navigateur pour afficher des contenus dynamiques. C'est utile mais c'est très bavard. Il peut mesurer votre environnement, appeler des ressources externes et récupérer des détails sur votre appareil. Sur des réseaux non sécurisés, un portail captif un peu trop intrusif ou une page non chiffrée, eh bien, ça peut injecter du code malveillant. Le VPN, lui, protège le trajet, mais pas le code que le site vous fait exécuter. D'où l'intérêt d'un navigateur bien réglé et d'un bloqueur sérieux qui coupe les scripts tiers inutiles et réduit la surface d'attaque. Les navigateurs orientés vie privée comme Tor Browser ou Mullvad Browser désactivent WebRTC par défaut et uniformisent beaucoup d'éléments techniques. Brave et Firefox, bien configurés, offrent aussi des protections solides à condition d'activer les options prévues et d'utiliser un bloqueur de contenu strict pour les scripts tiers. Je vous mets d'autres liens dans la description. Pensez aussi aux métadonnées qui voyagent avec vos fichiers. Une photo peut contenir des informations EXIF très précises. Le modèle d'appareil, la date et l'heure, et parfois les coordonnées GPS. Publier l'image brute, c'est parfois signer votre contenu sans le vouloir et laisser une trace sur Internet. Certaines plateformes les suppriment automatiquement, mais d'autres non. Et la bonne habitude, quand c'est sensible, c'est de retirer ces données avant l'envoi avec un outil dédié ou au minimum de désactiver l'enregistrement de la localisation dans l'appareil photo de votre téléphone. Reste l'empreinte de votre navigateur et de votre appareil, ce qu'on appelle le fingerprinting. Même avec un VPN, la combinaison de votre résolution d'écran, la taille de votre téléphone ou de votre ordinateur, des polices installées, des extensions, la langue du navigateur, le fuseau horaire sur lequel vous êtes connecté, le format de date et d'autres paramètres, peut suffire à vous rendre unique parmi toutes les personnes qui naviguent sur le web. Pour une enquête, cette empreinte permet de reconnaître le même navigateur sur des sessions différentes et de relier entre eux des accès qui partagent la même signature, puis de les croiser avec des comptes déjà connus. C'est pour ça qu'un VPN masque l'adresse IP, mais votre navigateur peut encore trahir votre langue et tous les éléments que je viens de donner, ainsi que beaucoup de réglages très particuliers. La meilleure stratégie passe par l'uniformisation et la séparation. Tor Browser et Mullvad Browser standardisent l'empreinte et la rendent commune à beaucoup d'utilisateurs au prix d'un confort de navigation qui est un petit peu moins agréable. Brave, par exemple, bloque de nombreux vecteurs de fingerprint par défaut. Mais il faut éviter d'y empiler des extensions qui recréent de l'unicité. Et surtout, ne mélangez pas vos identités. Utilisez des profils distincts et des réglages cohérents d'une session à l'autre. Et
aucun mélange entre vos comptes personnels et ce que vous voulez cloisonner. Sans ça, eh bien le VPN masque l'adresse, mais pas votre signature qui reste reconnaissable. Pour débusquer un suspect derrière une adresse IP, les enquêteurs peuvent recourir à des techniques beaucoup plus intrusives que les simples demandes de log, comme par exemple l'installation d'un logiciel espion, un spyware. Dans le monde anglophone, on parle parfois de NITE, pour Network Investigative Technique, un outil d'enquête qui force la machine à se présenter en envoyant ses données aux enquêteurs. Et en fait, on a vu ce type d'outil utilisé par le FBI dans des affaires où les utilisateurs se cachaient derrière Tor, notamment lors de l'opération Playpen. Il s'agissait d'un site de contenu pédopornographique dont le FBI a saisi les serveurs et ils l'ont maintenu en ligne sur les serveurs de l'agence pour injecter auprès des visiteurs un logiciel malveillant qui permettait de révéler leur adresse IP alors qu'ils utilisaient Tor pour se connecter. Autre approche, plus discrète encore, eh bien les pièges, les honeypots, littéralement les pots de miel. L'idée est de pousser l'utilisateur à révéler lui-même sa véritable adresse IP. On peut par exemple lui faire ouvrir un document piégé qui contient une petite balise web invisible ou l'amener sur un site APA. Au moment où le fichier s'ouvre et que la page se charge, une requête sort de la machine vers un serveur contrôlé par les enquêteurs. Si l'application utilisée contourne le tunnel, donc par ses propres réglages réseau, par un composant en temps réel ou par un appel externe, eh bien la requête part en direct et va exposer l'adresse IP réelle, le navigateur, le fuseau horaire et encore plein d'autres métadonnées. Les Canary Tokens ou les Honey Files incarnent bien cette idée. Ce sont des fichiers APA qui sont conçus pour sonner l'alarme dès qu'ils sont ouverts et pour remonter les informations utiles à l'attribution de la connexion. Il y a des travaux récents qui rapportent des taux de réussite de l'ordre à 65 à 70% contre des utilisateurs de Tor et autour de 40 à 45% contre des utilisateurs de VPN. Et tout ça sans casser le chiffrement, mais simplement en exploitant le comportement des applications. Les enquêteurs emploient des implants ciblés, conçus pour identifier et non pas pour fouiller tout le contenu. Dans Playpen, par exemple, le navigateur des visiteurs recevait un code qui n'avait qu'un objectif, faire sortir une requête depuis la machine du visiteur, de l'utilisateur, pour révéler son adresse IP et d'autres identifiants réseau, ce qui a permis de remonter à de très nombreux suspects. Un mot sur la stylométrie. C'est l'analyse du style d'écriture. Les mots que vous choisissez, la longueur des phrases, la ponctuation, vos tournures récurrentes. Avec assez d'exemples, eh bien, on peut rapprocher un texte pseudonyme, décrit déjà public sur Internet, d'une même personne. C'est pas vraiment une preuve en soi, mais c'est quand même un indice qui va orienter vers un même profil. Et en 2025, l'IA vient justement recouper tout le reste. On lui donne les traces dont on a parlé depuis le début de la vidéo, donc par exemple les horaires, les alias réutilisés, langue, fuseau, horaire, empreintes de navigateur, métadonnées de fichiers, les habitudes. Et en fait, l'IA, elle va mettre en évidence des correspondances, des regroupements ou des incohérences. L'idée, c'est pas de dévoiler par magie une identité, mais ça va permettre aux enquêteurs de prioriser des pistes qui vont ensuite pouvoir vérifier techniquement. Et pour alimenter ces recoupements, eh bien, il existe ce qu'on appelle des crawlers, qui tournent en continu. Ce sont des robots qui parcourent ce qui est public ou affûté. Donc ça va être des profils, des posts, des archives de sites internet, des dépôts GitHub par exemple, des dépôts de code, des petites annonces, des caches de moteurs de recherche, des bases de données exposées. En fait, ils vont agréger tous les éléments bruts qu'ils peuvent trouver sur Internet. Ils vont repérer des identifiants proches, ils récupèrent des métadonnées, des documents, et en fait, ils vont reconstruire un graphe de liens entre tous les comptes, entre tous les objets et entre tous les événements. Et tout ça mis bout à bout, avec par exemple la stylométrie, eh bien, l'IA de recoupement et les crawlers vont réussir à isoler certains profils, certaines connexions. Tout ça, ça ne casse pas un VPN. Mais en fait, à travers ça, ils vont exploiter vos traces pour faire émerger une piste solide qui reste ensuite à confirmer. Allez, dernière option quand tout le reste échoue, la corrélation temporelle, parfois appelée IP catching. L'idée, elle est assez simple à formuler. Si je connais l'heure exacte à laquelle un compte agit et se connecte, et par quel serveur VPN il sort, eh bien, si je regarde au même moment qu'il se connecte à ce serveur depuis l'autre côté du tunnel, si à chaque occurrence, c'est la même ligne d'abonnés qui apparaît, eh bien, j'ai mon candidat. Et là, on casse rien. En fait, c'est simplement aligner des horloges. Alors, pourquoi ça marche? Parce qu'un réseau, même chiffré, va laisser des traces utiles. Vos données, elles voyagent en paquets. Ce sont des petites enveloppes, en fait, qui contiennent le contenu de votre requête, de votre message, et une en-tête. Le contenu chiffré, HTTPS ou VPN, reste illisible. Mais l'en-tête et le contexte révèlent des choses neutres en apparence. Qui parle à qui, à quel moment,
et avec quel volume de données approximatif. Ces informations passent par des points d'observation clés. Votre fournisseur d'accès Internet, le FAI, les centres de données où sont hébergés les serveurs, les points d'échange Internet où transitent les flux, et bien sûr la plateforme visée elle-même. Les États n'ont pas des yeux partout en permanence, mais ils peuvent demander ces métadonnées ou mettre en place une observation ciblée sur ce qu'on appelle des vantage points. Ils vont pas ouvrir vos messages, ils vont regarder la circulation sur le flux Internet, d'où ça part, où ça arrive et quand. Prenons un exemple. On revient sur notre compte X qui poste et se connecte toujours via un VPN. Donc là, cette fois, un VPN no log, sans identification, no KYC. La justice demande à X ses métadonnées. À telle seconde, tel poste ou telle connexion est passée par telle adresse IP de sortie du VPN. Les enquêteurs disposent donc d'une liste d'horodatage et de serveurs VPN réellement utilisés. En face, ils vont solliciter les principaux FAI. Parmi vos abonnés, qui, dans cette minuscule fenêtre de temps, était en train de dialoguer avec ce serveur VPN précis. On recommence sur d'autres jours, à d'autres heures, et sur les autres serveurs vus dans les logs de connexion. Et à chaque fois, en fait, on obtient une petite liste. Et en croisant ces listes sur plusieurs jours, un même abonné ressort quasiment systématiquement pile aux bons instants. C'est la corrélation temporelle en action. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui a été dit. Ils constatent que, à chaque fois que le compte s'active, cette ligne parle au même moment, au bon serveur, en même temps. Allez, on va corser un petit peu tout ça, on va parler du multi-hop. Le multi-hop, c'est une configuration possible sur de nombreux VPN. Au lieu de passer par un seul serveur VPN, vous allez enchaîner plusieurs serveurs. Vous vous connectez d'abord à une entrée, elle voit votre IP, mais pas le site final. Puis, le trafic ressort par une sortie. Elle voit le site, mais pas votre adresse IP originelle. Cette séparation peut se faire sur un seul fournisseur VPN ou entre deux fournisseurs différents. L'idée est simple, découper l'information pour que personne n'ait toute l'histoire. Pourquoi ça complique la corrélation temporelle sans forcément l'annuler? En simple hop, le site voit l'IP du serveur qui est aussi celui que vous avez contacté. Avec l'heure précise, il suffit de demander au FAI qui parlait à cette adresse IP à cet instant. En multi-hop, eh bien le site ne voit plus que l'IP de sortie que vous n'avez jamais contacté. Il manque donc le lien direct vers l'entrée. Comment est-ce que les enquêteurs retombent malgré tout sur l'entrée? Ils vont observer sur le réseau le trafic qui entre dans le deuxième serveur pour identifier le premier serveur qui l'alimente, légalement et sur une très courte période. Ils vont récupérer ainsi l'IP de l'entrée. Ensuite, ils interrogent les FAI sur cette IP d'entrée aux mêmes horaires. S'il s'agit d'un multi-hop entre deux fournisseurs, il faut souvent deux pivots successifs. La sortie, l'entrée du second et l'entrée initiale. C'est plus long, mais le principe reste le même. Aligner les horloges des deux côtés du tunnel. Si les volumes de trafic et les horaires correspondent à plusieurs reprises, à l'entrée et à la sortie, eh bien alors le chemin est retracé. Changer souvent de serveur ou multiplier les hops ne casse pas la méthode. Ça augmente juste le nombre d'étapes et ça va complexifier l'opération qui va demander beaucoup plus de ressources et de temps pour les enquêteurs. Côté site, on obtient plusieurs IP de sortie et des heures. Ils répètent le pivot pour chaque sortie. Côté accès, si l'utilisateur change aussi d'IP d'entrée ou alterne fixe et mobile par exemple, ils vont élargir les demandes aux fournisseurs d'accès Internet concernés et puis ils vont recroiser sur plusieurs jours et sur plusieurs événements. Et en fait, à force de répétition, eh bien les faux positifs disparaissent et les mêmes lignes d'abonnés reviennent. Allez, important, no log ne veut pas dire invisible. Un VPN sans historique interne empêche de récupérer un passé chez lui. Mais ça n'empêche pas ni l'observation en temps réel des bords du réseau web. Le bouclage se fait toujours de la même manière. Quand une même ligne d'abonnés ressort à répétition sur les bons créneaux, on confirme avec des potentielles erreurs d'obsèques et de croisement de données liées à la vie dans le monde réel, et finalement l'identification va tomber. Dans notre enquête fictive, le suspect n'utilise plus un VPN, mais il utilise Tor. Tor est souvent présenté comme la porte d'entrée du dark web, mais c'est surtout un réseau qui permet de naviguer avec un très haut niveau de confidentialité. C'est très utile aux journalistes, aux lanceurs d'alerte par exemple, et à n'importe qui veut limiter la surveillance de masse. Tor chiffre votre trafic et le fait passer par 3 points relais successifs. Un nœud d'entrée, dit garde, un relais intermédiaire, puis un nœud de sortie. Chaque relais ne connaît qu'une partie de l'histoire. Le garde voit votre IP, mais pas ce que vous consultez. Le relais du milieu relaie sans rien savoir, et le nœud de sortie voit la destination finale. Et le contenu seulement si le site n'est pas en HTTPS, mais il ne connaît pas votre identité. Pour les serveurs en .onion, tout reste à l'intérieur du réseau Tor. Il n'y a pas de sortie vers le web classique, et l'IP du serveur reste caché. Ceux qui font tourner tout ça, ce sont des bénévoles, des associations, des chercheurs, des hébergeurs et parfois des universités qui installent des relais dans des data centers. Le logiciel est maintenu par le Tor Project,
mais le réseau lui-même est décentralisé. Un petit nombre d'autorités d'annuaires, tenues par des opérateurs de confiance, publient à intervalles réguliers un consensus, la liste des relais Tor qui sont valides et leurs caractéristiques. C'est ce qui permet à votre Tor browser de choisir des chemins sûrs. Les nœuds de sortie, parce qu'ils touchent Internet en clair, sont souvent hébergés chez des fournisseurs qui en acceptent la charge. Comment, malgré tout, enquêter sur des utilisateurs de Tor? Les enquêteurs n'ouvrent pas Tor. Ils jouent sur les extrémités et sur l'observation du réseau. D'abord, les États peuvent demander à des acteurs clés des métadonnées. Un FAI voit qu'une ligne se connecte à un nœud d'entrée Tor à un instant précis. Un hébergeur voit qu'un nœud de sortie parle à telle plateforme au même moment. La plateforme voit un accès venant de Tor. Aligner ces horloges sur la durée peut suffire à faire émerger un candidat, exactement comme pour un VPN. Mais c'est très coûteux et c'est jamais garanti. Tor est conçu pour rendre cette corrélation difficile, notamment en limitant le changement de garde et en brouillant les timings. L'utilisation de Tor sur un trafic Internet se repère facilement. Les services de renseignement peuvent écouter le web à plusieurs points et ils observent facilement les millions de connexions. Utiliser Tor peut, d'une certaine manière, par exemple aux États-Unis, faire de vous un suspect par défaut. Ensuite, il y a la prise de contrôle ou l'opération du relais Tor. C'est légalement simple pour une agence de renseignement. Louer des serveurs et opérer de nombreux relais ou saisir temporairement des relais chez un hébergeur. Pour faire simple, se faire passer pour un des 3 points relais que vous utilisez quand vous vous connectez sur Tor, bien que ça ne permet pas de remonter à une cible précise en raison du caractère aléatoire de la connexion. Si un adversaire contrôle à la fois votre nœud d'entrée et un volume significatif de sortie, il peut tenter de corréler le trafic entrant et sortant à la milliseconde. La communauté Tor surveille ça. Des vagues de relais louches ont déjà été repérées et éjectées, et le protocole a été corrigé après certaines attaques connues. Mais il faut être assez clair. Si un acteur très puissant opère ou observe assez de relais stratégiques, il augmente ses chances d'identifier des utilisateurs ou des services en point onion. Le FBI ou d'autres services, eux, ont surtout exploité les faiblesses au bord du réseau. Exemple côté utilisateur. Freedom Hosting en 2013. C'est une faille du navigateur Tor de l'époque qui a été utilisée pour envoyer à un serveur des enquêteurs l'IP réel des visiteurs du site caché. Autre exemple, Playpen en 2015, on en parlait tout à l'heure. Le site a été saisi puis opéré brièvement par le FBI. Et avec l'autorisation d'un juge, un NIGHT, donc un outil d'enquête sous forme de malware, a été servi aux visiteurs pour exfiltrer leur adresse IP et d'autres identifiants. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas cassé Tor. Ils ont visé le navigateur ou la machine que le suspect utilisait. Les fuites de cookies ou le mélange d'identité entre navigation classique et navigation via Tor ont aussi piégé des utilisateurs lorsqu'un même identifiant persistant réapparaissait des deux côtés. Exemple, côté serveur.onion. Des erreurs de configuration trahissent parfois l'emplacement réel du serveur. Silk Road n'est pas tombé parce que Tor aurait été brisé, mais parce qu'un composant de la page de connexion chargeait une ressource depuis une IP publique en dehors de Tor. La mauvaise sécurisation du site que vous visitez peut vous compromettre. Même chose lorsque des administrateurs réutilisent un certificat TLS ou une clé SSH. Des protocoles qui servent à chiffrer le contenu de votre connexion. Déjà vu ailleurs, un scan de l'Internet public permet alors de retrouver le serveur. Une simple ressource chargée en clair par mégarde suffit à faire le lien. Tout ça, c'est uniquement de l'observation. Enfin, il existe des opérations plus offensives sur l'infrastructure. Opérer massivement des relais, exploiter une faiblesse ponctuelle du protocole, ou tenter d'injecter des motifs reconnaissables dans le trafic pour le marquer. Là encore, le projet Tor a patché plusieurs vecteurs au fil des années. Et la cryptographie de base, donc le routage en onion, tient bon. Ce qui tombe en premier, presque toujours, ce sont les extrémités du réseau. Le navigateur, le système d'exploitation, la configuration d'un service, et bien sûr, l'erreur humaine. Allez, on va traduire ça simplement pour notre enquête. Si un compte X s'active derrière Tor, la plateforme nous donne des eurodatage précis d'activités qui proviennent de sorties Tor. Côté accès, on peut voir quelles lignes entrent dans Tor au même instant. Si l'utilisateur est irréprochable et que rien ne dépasse, il reste les appâts ou les implants, ou l'erreur côté service, .onion. Tor protège très bien ce qu'il promet de protéger, le contenu et le lien direct entre une IP et une destination. Mais l'histoire montre que l'infrastructure peut être infiltrée, que des relais peuvent être opérés par des enquêteurs, et que la moindre faute autour du réseau, une page mal configurée, un navigateur vulnérable, un cookie réutilisé suffit à faire tomber l'anonymat. Dans le sondage que j'ai pu faire, des utilisateurs indiquent qu'ils choisissent par exemple d'utiliser Tor over VPN. Techniquement, ils allument d'abord leur VPN puis lancent Tor browser à l'intérieur. Vu de l'extérieur, votre fournisseur d'accès ne voit plus Tor. Il voit seulement un tunnel chiffré vers le VPN
Et côté réseau Tor, le nœud d'entrée garde ne voit que l'IP du VPN, pas votre adresse IP réelle. C'est utile dans deux cas, pour masquer l'usage de Tor à un fournisseur d'accès Internet un peu trop tatillon, ou pour contourner un blocage basique de Tor. Mais ce n'est pas un bouclier magique d'anonymat. Vous ajoutez surtout un nouvel intermédiaire à qui vous devez faire confiance. La première faiblesse, c'est la surface d'observation qui s'élargit. Vous aviez deux bords à surveiller, donc votre FAI et la plateforme visée. Là, vous en ajoutez un troisième, le VPN et son hébergeur. Si un acteur étatique peut regarder aux bons endroits, FAI côté client, serveur du VPN et sortie Tor ou plateforme, en fait, il peut tenter d'aligner les horloges et de corréler les flux. Nos logs empêchent de fouiller l'historique, pas d'observer en temps réel si la justice l'ordonne chez l'hébergeur du serveur VPN. Autrement dit, Tor over VPN déplace la confiance et crée un point de visibilité supplémentaire. Il ne supprime pas la possibilité de corrélation. Deuxième faiblesse, la robustesse opérationnelle. Si le VPN décroche et que vous n'avez pas de kill switch fiable au niveau du système, eh bien Tor Browser va tenter de se reconnecter directement à Tor depuis votre IP. Vous ne révélez pas ce que vous faites, vous révélez que vous utilisez Tor au moment précis où peut-être l'enquête vous surveille. À l'inverse, si votre VPN change d'IP ou de routeur trop souvent, Tor peut devoir réévaluer ses gardes. Multiplier ces changements augmente l'exposition statistique à de mauvais relais et complique votre modèle de menace au lieu de l'améliorer. Troisième point, Tor over VPN n'adresse pas les erreurs classiques. Le nœud de sortie Tor voit toujours vos connexions vers des sites non chiffrés. Le fingerprinting du navigateur reste possible si vous n'utilisez pas Tor Browser tel quel. Les fuites d'identité, par exemple cookies, comptes, documents piégés, n'ont rien à voir avec le chemin réseau et vous trahiront pareil. Beaucoup se sentent couverts par le VPN et lancent dans la même session un navigateur classique pour autre chose. C'est exactement le genre de mélange qui recolle les morceaux. Enfin, ne confondez pas Tor over VPN et VPN over Tor. Le premier, c'est VPN puis Tor, le cas dont on parle depuis quelques instants. Le second, c'est établir un tunnel VPN à l'intérieur de Tor. C'est rare, c'est lent et c'est facile à repérer côté VPN et ça n'améliore pas votre anonymat dans la plupart des scénarios. Si votre objectif est simplement de cacher Tor à votre FAI ou de franchir une censure ou un blocage, eh bien les ponts Tor sont conçus pour ça sans ajouter un tiers de confiance. En résumé, Tor over VPN peut avoir un intérêt tactique. Discrétion vis-à-vis du FAI, contournement de blocage, mais vous payez ce choix en complexité et en dépendance à un fournisseur et en nouvelles fenêtres d'observation pour un enquêteur déterminé. Si vous ne maîtrisez pas parfaitement le kill switch, l'isolation des usages et Tor Browser tel qu'il est, vous dégradez le plus souvent votre anonymat plus que vous ne l'améliorez. On revient une nouvelle fois à notre enquête sur Twitter. Le suspect laisse tomber le VPN et passe par un serveur proxy ou un VPS maison. Je vais remettre les bases pour ceux qui découvrent ce que c'est. Un serveur proxy, c'est un intermédiaire très simple. Votre connexion va vers le serveur proxy, vous lui dites « va chercher telle page pour moi », il y va, la récupère et vous la renvoie. Vu du site, on voit l'adresse IP du proxy et pas la vôtre. Mais entre vous et le proxy, ce n'est pas forcément chiffré. Et la personne qui possède ce serveur, ce proxy, voit passer vos demandes. Quand il est gratuit, trouvé au hasard, vous confiez vos données à un inconnu, parfois un curieux, parfois un service qui enregistre tout. Et pour une enquête, un proxy isolé se remonte très vite. On trouve où il est hébergé, on récupère ses journaux de connexion, s'ils existent, et on le place sur réquisition, sous observation, pour voir qui s'y connecte et à quel moment. Certains empilent plusieurs proxys pour brouiller les pistes. Alors, ça ralentit, mais ça change absolument pas la règle du jeu. Il suffit qu'un maillon garde des traces sur vous ou soit piégé pour casser toute la chaîne. En fait, c'est comme remonter un ruisseau en suivant les flaques. Plus il y en a, plus c'est long. Mais une seule flaque qui stagne, avec des informations, révèle le filet d'eau qui mène à la source. Dans une enquête, par exemple, un hacker belge avait empilé plus de 10 proxys entre eux. Il a été retrouvé parce qu'un nœud asiatique loguait les connexions et a donné son IP d'origine. Le VPS maintenant. Un VPS, c'est un petit serveur que vous louez dans un data center, un ordinateur à distance que vous administrez vous-même. Beaucoup y installent un proxy, un tunnel, voire un VPN maison. Sur le papier, vous contrôlez tout. En réalité, vous ajoutez un acteur très identifié, le fournisseur cloud. Il sait quel compte allouer quel serveur, à quelle date et avec quel moyen de paiement. Il voit quelle adresse se connecte à la console d'administration et sur décision de justice, il peut fournir ces éléments. Si vous gérez ce VPS depuis chez vous ou depuis une connexion qui vous est liée, eh bien l'enquête va recoller tous les morceaux en 2 temps. Il existe des solutions, par exemple Private Alps, que je citais en début de vidéo, qui propose des VPS qui sont en Suisse, sans KSI, qui sont payables en crypto, et avec un accès root, un stockage chiffré et une politique no-log côté hébergement.
Déjà, tout ça, eh bien, ça vous protège parce que vous ne donnez pas d'informations personnelles qui permettent de vous identifier. Côté plateforme de notre cher réseau X, l'IP de sortie d'un VPN maison est la vôtre, unique, tout le temps. C'est votre uniforme numérique. Pour la corrélation temporelle, eh bien, c'est presque trop simple. Qui, côté FAI, parle pile aux mêmes instants à l'IP de ce VPS pendant que le compte X s'active derrière. Côté cloud, on rattache VPS à un compte client et les petits oublis font le reste, donc port d'administration laissé ouvert, clé réutilisée, certificat identique ailleurs, le fuseau horaire système qui parle. Là encore, ce n'est pas la technologie qui va casser, en fait c'est votre sécurité opérationnelle. Par exemple, dans notre enquête, le compte X passe par un proxy ou un VPS. La plateforme fournit les eurodatages et l'IP de sortie. Les enquêteurs contactent l'hébergeur du proxy ou du VPS, ils récupèrent les journaux disponibles et demandent au FAI qui, à ces secondes-là, parlait avec ce serveur précis. Si c'est une cascade de proxy, eh bien, en fait, les enquêteurs vont remonter maillon par maillon, pays par pays. Il suffit d'un seul relais qui fournit les logs de connexion, d'un seul opérateur qui coopère ou d'un seul oubli de configuration et toute la chaîne se défait. Voilà pourquoi dans la vraie vie, proxy, VPS et VPN maison donnent une impression de contrôle, mais ouvrent surtout des nouvelles fenêtres d'observation pour l'enquête et autant de chances de laisser une flaque sur le chemin. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les techniques employées pour remonter une identité derrière une adresse IP. Alors j'avoue, il y a une grande partie qui est technique, ce n'est peut-être pas forcément évident à comprendre du début à la fin, je vous conseille peut-être de revoir la vidéo ou de me poser des questions si vous avez besoin. Alors oui, peut-être qu'après avoir débusqué la véritable adresse IP d'un suspect, les enquêteurs se rendront compte qu'elle n'est pas liée à son identité réelle, que ce n'est pas une adresse IP qui permet de le remonter directement. Là encore, c'est la coopération avec les plateformes, avec les fournisseurs d'accès à Internet, les hébergeurs, avec toutes les erreurs humaines qui sont commises, la surveillance du réseau, ce qu'on a pu voir, la corrélation temporelle, le croisement des données. C'est tout un arsenal vaste, mais qui va permettre peut-être l'identification. Mais face à quelqu'un de bien informé, ça peut prendre beaucoup de temps. Un anonymat total exige une vraie maîtrise de l'OPSEC, une compréhension des méthodes d'OSINT et une hygiène réseau et navigateur sans faille. Enfin, il faut souligner la portée internationale des investigations. Les services de renseignement de différents pays collaborent de plus en plus dans ce domaine, via par exemple Europol et Interpol. Et lors, par exemple, de l'opération Onimus, c'est une coalition FBI-Europol qui agit simultanément dans plusieurs pays. De même, l'opération Cookie Monster en 2023 contre Genesis Market, a vu 17 pays agir conjointement. Cette opération, cette coopération, permet de combiner renseignements techniques et renseignements humains et traditionnels. Par exemple, la DGSI peut fournir aux Américains des informations sur un suspect local, pendant que la NSA fournit des données réseau brut qu'ils ont récoltées et qu'Europol coordonne l'ensemble des mandats. Tor reste une excellente option quand il est utilisé correctement, avec Tor Browser tel quel, et idéalement sur un système pensé pour l'isolation comme Tails ou CubeOS. C'est fait pour uniformiser l'empreinte, cloisonner les usages et surtout limiter les fuites. Retenez donc l'essentiel. Séparer ses identités, contrôler ses points d'accès, vérifier ses fuites, comprendre ce que voit le réseau et ce que stockent les services que vous utilisez. C'est cette discipline et pas l'accumulation d'outils qui fait la différence dans la durée. Merci aux partenaires de la vidéo, Private Alps. Les informations sont en description si vous voulez visiter leur site internet. Pour continuer à me suivre, abonnez-vous à la chaîne, pensez à liker, à partager autour de vous. Si vous avez des questions, si vous voulez approfondir, on se retrouve en commentaire ou sur Discord. Et n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.